plateau. Alain Marc, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur de l'Aveyron, vous êtes rattaché au groupe Les Indépendants, République et Territoires, ici au Sénat. Bienvenue. Max Brisson est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques, membre de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Jacques-Bernard Magnier est également avec nous. Bonjour. Sénateur socialiste du Puy-de-Dôme. Vous vice-présidez cette même commission. Puis j'accueille enfin Olivier Henno. Bonjour, vous êtes sénateur centriste du Nord, secrétaire de la Commission des Affaires sociales. On sait que le gouvernement, première question pour vous, Max Brisson, veut réformer en profondeur l'apprentissage en consacrant 15 milliards d'euros, en libéralisant les offres de formation, renforcement de l'attractivité de l'apprentissage pour les jeunes. Pour la ministre Nicole Pellico, les acteurs de terrain sont satisfaits. Le Sénat, beaucoup moins de cette réforme. Oui, il me semble qu'il manque un grand absent dans cette réforme de l'apprentissage. Si on considère que l'apprentissage doit être une voie majeure de la formation initiale, il manque un grand absent, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Moi, j'ai une grande inquiétude. C'est pour les lycées professionnels. C'est une voie importante dans notre ministère de l'Éducation nationale. Et aujourd'hui, il y a une grande inquiétude. Si on développe d'abord l'apprentissage, les lycées professionnels seront en grande difficulté. Il fallait, si vous me permettez l'expression, en même temps, rénover la voie professionnelle et rénover l'apprentissage et faire de l'apprentissage. C'est pas le cas, c'est parce que fait le gouvernement. C'est pas le cas puisque l'on attend de la part du ministre de l'Éducation nationale la rénovation de la formation professionnelle. De la voie professionnelle. Il a annoncé, mais nous ne savons pas ce qu'il y a dedans. Il y a bien eu un rapport de la députée Madame Calvez et du chef étoilé Régis Marcon, mais à part ce rapport, nous n'avons pas la volonté du ministre. Et donc nous avons une erreur de calendrier. On a déjà obtenu cela, on a déjà observé cela, cette erreur de calendrier. On a eu un débat et on a voté la loi orientation et réussite des étudiants et ensuite on a la rénovation du baccalauréat. Il y a, je crois, un problème de méthode et de calendrier. Et ici, nous avons une rénovation de l'apprentissage. Je peux être d'accord avec un certain nombre de mesures techniques. Et l'on aura ensuite la rénovation de la voie professionnelle, alors que l'alternance et l'apprentissage doivent être, à mon avis, des éléments forts de la rénovation de la voie professionnelle de l'Éducation nationale. Jacques-Bernard Magnier, je voyais acquiescer. C'est vrai que l'éducation est la grande absente de cette réforme ? Oui, je crois que mon collègue Max Brisson et moi-même l'avons dit lors de l'audition du ministre de l'Éducation nationale la semaine dernière. Nous l'avons dit aussi lors du débat sur le rapport présenté sur ce projet de loi. C'est dommage parce que l'éducation nationale, c'est quand même un morceau important de la formation des jeunes, heureusement, et les lycées professionnels, bien entendu. Mais aussi, il y a une autre question importante, c'est celle de la territorialisation au niveau régional de beaucoup de choses et de la privatisation d'un certain nombre d'initiatives, en particulier l'information des jeunes sur l'orientation. Et à notre avis... Une privatisation, c'est ce qui va se passer une forme de privatisation dans la mesure où on donne à des officines la possibilité de proposer aux jeunes les différentes possibilités de formation et d'orientation. Pour nous, c'est une façon de faire échapper à la responsabilité nationale, qui jusqu'à maintenant est la carte nationale des formations, quelque chose qui va devenir une carte régionale. Et moi, je suis très inquiet parce que quand on dit carte régionale, toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. Il y en a des plus riches, des plus pauvres. Il y en a des qui ont plus de possibilités et d'autres moins. Et on fait là, pour les élèves, pour les jeunes de notre pays, des différences qui relèvent de la territorialisation. Et ça n'est pas satisfaisant. Je sais bien que beaucoup de gens souhaitent qu'on applique des formations dans les secteurs où il y a du travail dans la région, certes. Mais ça n'est pas que cela, l'orientation et la formation. C'est aussi donner la possibilité à des jeunes, au moins jusqu'à 16 ans, et ensuite, lorsqu'ils le veulent, le gouvernement veut faire, justement, en parlant de révolution copernicienne. On part maintenant des besoins en formation, en emploi. C'est pas satisfaisant. Et du coup, on donne la main aux entreprises, aux branches professionnelles. Et les régions ne sont pas d'accord, Olivier Henno, d'ailleurs. L'apprentissage dans notre pays, ça ne fonctionne pas. C'est ça la réalité. 8% d'apprentis, alors qu'il y en a beaucoup plus dans les autres pays européens. Donc pour moi, le pire, ce serait le statu quo. Moi, ce quotidien, je le connais puisque mon fils a fait apprentissage plomberie. Et d'ailleurs, il s'en plaint pas du tout. Mais enfin, c'est pas une sinécure, c'est pas une promenade de santé. Parce que pour trouver le contrat d'apprentissage, c'est pas toujours simple. Donc, la mobilisation des entreprises, la mobilisation des branches, nous, on y est plutôt favorable. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut laisser de côté les régions, ce serait idiot, laisser de côté les territoires, pas du tout. Parce qu'on a entendu Hervé Morin précédemment dans cette émission. Il dit que ça va être un échec, ça ne marchera pas. Je pense qu'on peut être en copilotage. Mais voyez, moi, je prends cet exemple-là. La ville dont j'étais le maire, Saint-André-les-Lilles, était jumelée avec Dormagen.
c'est le siège de Bayer. Première fierté de Bayer, c'est le nombre des apprentis. On en est loin dans notre pays. Bayer, il affiche le nombre d'apprentis avant le chiffre d'affaires et avant le nombre de salariés. Et donc, il me semble que impliquer les branches ou impliquer les entreprises, c'est peut-être faire en sorte d'en sortir, parce que ça fait combien d'années que on a des incantations sur l'apprentissage et qu'on plafonne à 8%. Donc pour moi, le pire, c'est le statu quo. Il faut oublier personne, mais impliquer les branches et les entreprises sur ce sujet, ça me paraît pertinent. Oui, Alain Marc, pourtant, le Sénat a souhaité renforcer, au contraire, le rôle des régions dans la gestion de l'apprentissage. Oui, mais je crois qu'il faut effectivement redonner ces lettres de noblesse à l'apprentissage. Lettres de noblesse qui n'ont jamais d'ailleurs été trouvées, puisqu'en France, nous sommes un petit peu les derniers de la classe quand on se compare aux autres pays européens. Mais ce qu'il y a d'étrange au niveau national, c'est qu'enfin, peut-être, on va se rendre compte, mais ce n'est pas l'objet de ce projet de loi, on étanchéise la formation professionnelle. D'un côté, il y a l'éducation nationale, d'autre côté, il y a les chambres de métiers, il y a l'alternance. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Or, partir de besoins, c'est une excellente chose, mais il y a vraiment, effectivement, un problème de méthode, comme le disait le collègue tout à l'heure. Il aurait fallu voir la formation professionnelle dans son ensemble, certes partir des besoins, mais ensuite, que va-t-on faire effectivement des lycées professionnels? Même si je partage aussi l'avis de mon collègue, aujourd'hui, rester au statu quo, alors que nous avons un vrai problème de formation des jeunes. Le taux de chômage des jeunes est particulièrement 22,3%, hein, c'est voilà, c'est extrêmement grave. Et moi, je préfère qu'au niveau social, des gamins arrivent à se former et à trouver un travail dans notre société plutôt que de chercher leur voie pendant des années et des années. Alors, Alain Marc, pardon, avant de poursuivre ce débat, on va retourner salle des conférences pour écouter votre collègue sénatrice du Pas-de-Calais, sénatrice centriste Catherine Fournier. Elle est rapporteure de ce texte, elle est à votre micro, Saveria Rojek. Absolument, Delphine, vous venez de le dire, rapporteure du texte. Bonjour Catherine Fournier. On parle cet après-midi, bien sûr, de cette réforme et de l'apprentissage. Le Sénat qui veut laisser la gestion de l'apprentissage aux régions. Quelle est votre position là-dessus, tout d'abord ? Alors, le Sénat ne laisse pas l'apprentissage à la main des régions. En fait, il n'y a qu'un pilote dans l'avion. On l'a bien compris, c'est un choix qu'a fait la Commission et les rapporteurs. Le pilote, c'est l'État. Mais la co-construction, c'est effectivement la région, parce que la région a quand même la compétence en termes de développement économique de chacun de ses territoires, pour chacune des régions, et en plus elle a une parfaite maîtrise des besoins de ce tissu économique pour qu'il soit justement et judicieusement en fait réparti sur ces territoires. À votre sens, on ne retire pas aux régions la gestion de l'apprentissage? C'est ce que l'on demande. On demande qu'il y ait une co-construction avec les régions. On ne demande pas un copilotage, on demande une co-construction. Et ça peut se faire par l'intermédiaire des conseils en évolution professionnelle, des commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Et ça a été l'action qu'a menée le Sénat en la matière. En ce qui concerne la formation professionnelle, parce que je précise que vous êtes rapporteur de cette partie-là du texte sur la formation professionnelle, quelle est votre position là-dessus? Quelle est la position du Sénat? Alors, il est certain que nous est venu à l'esprit immédiatement suite aux nombreuses auditions que nous avons faites, mais c'était un sujet phare du gouvernement, la monétisation du CPF. Or, il s'avère qu'on a quand même constaté qu'il y avait une dépréciation des droits du salarié ou de l'actif en termes de monétisation par rapport aux heures qui pouvaient être dévolues par avance. Les communistes et les socialistes demandaient d'ailleurs la suppression de cette monétisation. Oui. Mais le rôle du Sénat, vous savez, le rôle du Sénat, c'est de faire avancer les textes. Le gouvernement nous propose un texte. On essaie d'adoucir en fait cette contribution euro sur le compte personnel de formation de l'actif, mais ce qu'on a proposé, nous, c'est de permettre une réactualisation tous les 3 ans, qui n'était pas prévu. Et en termes de conversion entre le CIF et le CPF transition, puisque on passe d'un horaire personnel de formation, c'était de faire en sorte qu'on ait une concertation pour la monétisation de ces heures. On a bien compris. Concertation, co-construction. Merci beaucoup. Merci Catherine Fournier d'avoir répondu à la question. Merci à vous. Merci à vous, Saveria, pour cette réaction. Alors, on continue ce débat, mais avant cela, je voudrais vous faire réécouter le chef de l'État, puisqu'il s'est longuement exprimé lundi lors du congrès de Versailles sur sa vision de l'apprentissage. On l'écoute. L'apprentissage et l'alternance seront cet accélérateur de mobilité sociale dont nous avons besoin.
Nous mettons ainsi au cœur du système le jeune et son maître d'apprentissage et nous reconstruisons tout autour d'eux avec un seul objectif: en finir avec les ravages du chômage de la jeunesse. Nous baissons le coût de l'apprenti pour l'employeur, rendons ces filières plus attractives pour les jeunes, simplifions les règles pour les rendre plus adaptées à la réalité du travail. Aussi, je demanderai à tous un effort collectif. Aux entreprises pour prendre des apprentis, aux enseignants pour en faire la promotion, aux familles pour soutenir leurs enfants dans cette voie professionnelle épanouissante. Tous, nous devons faire de cette réforme un formidable défi collectif de la nation dans les années qui viennent. Max Brisson, il a raison, le chef de l'État, d'appeler les entreprises, les familles, les enseignants à jouer le jeu et aussi à promouvoir l'apprentissage. On reste dans des lieux communs, il a raison, mais ce sont des lieux communs. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit la rapporteure, Madame Fournier. Elle parle de co-construction, elle a raison. Il ne faudrait pas que l'on soit dans une sorte de dogmatisme, et je pense que le gouvernement est dans une sorte de dogmatisme. Il a dealé avec quelques grandes branches professionnelles. Il a dealé, excusez-moi de le dire ainsi, avec une partie du MEDEF. Et vous le voyez dans votre reportage, l'ancien président du MEDEF qui disait toute sa satisfaction. Moi, je ne suis pas sûr. Il faut bien sûr que les branches soient associées aux régions. Il faut être dans la co-construction. Il faut être dans le copilotage. Nous sommes d'accord avec une volonté de développer l'apprentissage. C'est une nécessité absolue pour nos entreprises, pour l'emploi et pour nos jeunes. Car ça ne marche pas aujourd'hui. Mais ça ne marche pas, on est d'accord. Mais moi, je doute qu'en écartant les régions, on n'est déjà plus dans le copilotage. Certes, le Sénat fait en sorte que les régions soient réintroduites. Mais le gouvernement, au départ, était très réticent. Il y avait un deal confié aux branches. Et M. Cattas le disait tout à l'heure, nous sommes mieux à même. Moi, je doute que dans tous les territoires, les branches soient mieux à même. Je doute que certaines branches soient en capacité suffisante de porter l'apprentissage. Donc ne soyons surtout pas dans le dogmatisme, la co-construction dont parlait Mme Fournier, le copilotage. Cela nécessite que tout le monde puisse avoir sa voix au chapitre et pas privilégier un secteur que d'autres. Que certains conseils régionaux n'aient peut-être pas été suffisamment en pointe, c'est possible. Mais d'autres ont été en pointe dans certaines régions. L'apprentissage, ça marche. Donc soyons pragmatiques comme on l'est au Sénat. Essayons d'avancer en copilotage, mais n'entrons pas dans un nouveau dogme en disant que seules les branches sont capables de porter l'apprentissage. Oui. Olivier Henno. Moi, je conteste plus la méthode que le fond. Effectivement, cette réforme, il y a une forme de précipitation à aboutir, et ça, c'est inacceptable. Mais en revanche, notre système de formation professionnelle ou d'apprentissage dans ce pays ne fonctionne pas bien. Moi, j'avais la responsabilité du RSA auparavant dans le département du Nord. Eh bien, pour trouver des formations pour les personnes les moins formées, c'est extrêmement complexe et on sait bien que les milliards de la formation professionnelle vont en direction des gens qui sont déjà très formés. Et donc même la monétarisation, moi je trouve que c'est... D'abord, c'est pas un pourcentage très important, hein, faut en mesurer la portée. Mais l'idée de faire en sorte d'individualiser les carrières, ça me paraît aussi intéressant d'expérimenter, de travailler. C'est pas la mère des réformes, on y retravaillera sur cette formation professionnelle. Mais je pense que l'idée d'individualiser la formation correspond aussi à une aspiration de la population. Parce que les carrières linéaires, 40 ans, 30 ans dans la même société, c'est terminé. Les gens vont faire 15 sociétés. Et donc, il faut aussi que l'individu, la personne plus exactement, participe à sa formation. Donc, sur cette inspiration, moi, je la partage. Mais il faut travailler, il faut prendre le temps, il faut mieux se concerter. Et donc, sur la forme, il y a beaucoup à en dire. Jacques-Bernard Magner, est-ce qu'il y a aussi un risque de voir certains CFA fermés avec cette réforme? Ça a souvent été évoqué, notamment sur ce plateau. Oui, d'aucuns qui ont expertisé la chose disent jusqu'à environ 700 CFA qui pourraient être fermés en conséquence de ces dispositifs. Ça serait tout à fait regrettable parce qu'on sait bien que ceux qui risquent de fermer, ce sont ceux qui sont dans les territoires les plus en difficulté, qui ont le moins de moyens déjà. Et ce que disait notre collègue tout à l'heure, c'est certainement vrai, mais justement, si on doit avoir plusieurs métiers dans sa vie, il faut que la formation initiale, qu'elle soit à travers l'apprentissage, qu'elle soit à travers la formation professionnelle à l'éducation nationale, soit la plus large possible et n'abandonne rien jusqu'à un âge au moins de 16 ans. Et quand on voit dans ce projet de loi comment on crée des classes prépa métiers
qu'on remplace les fameux dispositifs qui avaient été mis en place pour simplement que les élèves aillent en alternance, effectivement, à partir de 15 ans. Mais là, à partir de 15 ans, on fait comme si ceux-là étaient déjà prédestinés à avoir un métier par l'apprentissage ou par la formation professionnelle. Moi, je crois que c'est un peu jeune. On est dans une société où on le voit bien, la détermination professionnelle se fait de plus en plus tard. Je ne veux pas dire qu'il faut que tout le monde y aille à l'université, c'est pas ce que j'ai dit. Mais par contre, il faut que l'accès à la formation professionnelle et à la connaissance des métiers, à l'orientation vers le métier se fasse d'une manière certainement plus intelligente que ce qu'elle a été faite jusqu'à maintenant, mais pas en allant à l'envers de ce que exige la formation de base du citoyen jusqu'à 16 ans, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui permet à nos jeunes d'avoir un éventail assez large. Alors, on a tous des exemples. Si on part sur des exemples individuels, on trouvera toujours à tout argumenter et à tout justifier. Mais je crois quand même qu'il faut faire pour tous. Et dans un pays comme le nôtre, c'est pas toujours facile. Ouais. Alain Marc, on va voir aussi que les partenaires sociaux sont plutôt hostiles à cette réforme. Ils ont d'ailleurs été auditionnés au Sénat. Écoutez, ce représentant de la CGT, lui, il s'inquiète des conséquences du coût, justement, de cette réforme de l'apprentissage. Si vous voulez faire une formation de formeur sur tôle avec des machines importantes, c'est pas du tout le même coût qu'une formation tertiaire ou diverse. Donc il ne faut pas assujettir la formation à son coût, c'est-à-dire que le salarié fasse un choix en fonction du coût et des moyens dont il dispose, mais bien en fonction de son projet professionnel. Alain Marc, on entend les inquiétudes effectivement des syndicats. Toutes les formations, tous ces apprentissages n'ont pas le même coût, en effet. C'est vrai, mais en même temps, comme on l'a dit, la vie professionnelle aujourd'hui et demain ne sera pas un long fleuve tranquille. Et l'on sait les uns et les autres qu'il faut adapter les formations au désir et à ce que va être la société. Donc il faut faire du cousu humain. Or, le cousu humain, pour le faire demain, rien ne serait pire que le statu quo. Et je crois que le Sénat est vraiment la chambre du bon sens. Je crois que de travailler beaucoup plus ce texte-là que ce que l'on a fait dans la précipitation, etc., nous permettrait quand même d'avoir une vue à moyen et à long terme. Et comme disait le collègue, c'est pas la mère de toutes les réformes, mais il faut aller plus loin. On a un problème vraiment avec l'orientation dans ce pays. On découvre l'orientation en seconde, en première, par des salons annuels où des gamins viennent découvrir des métiers. Mais enfin, on n'y est pas, quoi. C'est pas du tout cela. Ce que l'on doit découvrir de la société, c'est tout à fait autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, selon vous, Alain Marc ? C'est aussi qu'il y a beaucoup de métiers qui seront exercés par nos enfants qui n'existent pas encore. D'accord, mais en même temps, vous ne pouvez pas continuer à mettre l'orientation entre les mains de gens qui certes sont estimables, mais qui ont fait des formations en psycho et en sociaux, qui ne connaissent rien. Là, pour le coup, il faut associer effectivement les branches professionnelles, il faut associer les régions qui, elles, ont en charge aujourd'hui en compétence l'économie, mais surtout faire découvrir le spectre des possibles dans la société aux enfants, aux écoliers, le plus tôt possible, parce qu'ils auront ainsi la possibilité de choisir. Aujourd'hui, on n'a pas cette possibilité de choisir, et effectivement, on choisit par défaut certaines formations, parce que l'on ne connaît pas l'éventail des possibles, et c'est ce qui est particulièrement grave, je trouve, pour les enfants d'aujourd'hui. Il faut faire ce travail d'orientation chez les plus jeunes, Max Brisson. Et en commençant par dire aux élèves que l'apprentissage, ça peut se faire à tous les niveaux, qu'on peut préparer aujourd'hui un master par apprentissage, que l'apprentissage, ça concerne aussi l'enseignement supérieur, que les écoles d'ingénieurs, que les écoles de commerce ont multiplié les voies par apprentissage et que cela marche, parce que cela crée ce lien entre la formation initiale, qui doit être de haut niveau, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Bernard Magnier, et puis parallèlement, la formation pratique, passer en alternance de la théorie à de la pratique. Donc cela fonctionne et ça fonctionne dans les meilleures écoles. Donc il faut d'abord rehausser, je crois, l'image de l'apprentissage. Ensuite, moi je voudrais revenir sur les régions. Bien sûr qu'elles doivent être associées avec les branches, qu'il faut faire du partenariat. Mais attention quand même à nos territoires. Moi j'en ai par essence, par nature, une loi qui recentralise. La première fois que l'on reprend une compétence aux régions depuis Gaston Defferre, depuis 1982. Une loi qui recentralise, on sait très bien comment ça se termine. Ça se termine au profit des plus grandes structures. On va rentrer dans une sorte de logique de marché où les plus grosses structures s'en sortiront aux dépens des territoires et ce sont toujours les mêmes qui seront touchés. Et donc ce sont les enfants des territoires les plus fragiles, qui sont eux-mêmes les plus fragiles, qui seront touchés par cette réforme qui obligatoirement sera aspirante, sera recentralisatrice au profit des plus gros. Ça crée un précédent. Et c'est une facture sociale supplémentaire qui s'inscrit toujours
dans une fracture territoriale. Et si les élus du Sénat le disent avec plus de force, c'est parce qu'on est bien porteur au Sénat de cette fracture territoriale qui est aussi une fracture sociale. Donc il ne s'agit pas de défendre quelques avantages particuliers des conseils régionaux. Il s'agit de défendre ici les enfants des territoires les plus fragiles qui ont besoin de formation de proximité. Je ne crois pas que toujours le culte de la centralité soit le meilleur vecteur de l'épanouissement des élèves qui doivent entrer dans les voies d'apprentissage. Max Brisson, dans le reportage de cette jeune fille, elle fait son apprentissage en Bourgogne, mais son rêve, c'est de partir aussi en Nouvelle-Zélande. Et heureusement. Et heureusement qu'il y a une possibilité d'ouverture, y compris pour les jeunes de ces territoires-là, bien entendu. Et si l'apprentissage permet cette ouverture dans le monde entier, alors là, nous serons dans une voie de la réussite. Olivier Henno, je voudrais aussi vous entendre sur le relèvement de l'apprentissage. On pourra être apprenti jusqu'à l'âge de 30 ans. Est-ce que vous en pensez ? J'y suis très favorable, puisque je pense que ça peut modifier l'image en profondeur et c'est nécessaire. L'un des problèmes de l'apprentissage, c'est que aujourd'hui, ça marche presque mieux pour les hautes études que pour les métiers qu'on a vus tout à l'heure. Moi, je suis très attaché à la décentralisation. Cependant, il y a aujourd'hui 40% des places dans les CFA qui sont vacantes. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et donc, tenir compte de la réalité, faire un choc d'offres, avec des entreprises changer les images avec les entreprises, je pense que c'est nécessaire. Autrement, je crains que si on ne change rien, on en soit encore à Lionel Stoléru d'ici 10 ou 15 ans, parce que c'est ça dont il s'agit. Et en même temps, il y a des régions où ça marche bien, il y a des régions où ça a moins bien marché. On ne peut pas dire que parce qu'on décentralise, ça marche forcément mieux. Parce qu'on décentralise, les territoires ne sont pas oubliés. Quelquefois, moi je suis très attaché à la décentralisation, mais quelquefois un choc d'offres, un choc d'organisation est nécessaire. Et je pense que ce qu'a dit Catherine Fournier est la bonne solution. Il ne s'agit pas d'éloigner les régions, mais la coproduction, le copilotage, comme ça se fait dans les pays du Nord ou comme ça se fait en Allemagne, c'est tout de même faisable ici dans ce pays, en France. Jacques-Bernard Magny, avant de vous faire réagir, écoutez cette réaction d'un des représentants de la CFTC auditionné au Sénat, justement sur ce relèvement de l'âge à 30 ans. Nous avions demandé à ce qu'il y ait un niveau jusqu'à 45, voire plus. Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans les grandes entreprises, malheureusement, où il existe encore des salariés qui ont fait la plus grande partie, voire toute la partie de leur carrière, lorsqu'ils se retrouvent au chômage, ils pourraient à ce moment-là, grâce à cette formule de l'apprentissage qui va au-delà des 30 ans, pouvoir trouver effectivement un emploi, se former dans un nouveau métier et puis ensuite être embauchés. Jacques-Bernard Magny. Oui, je crois qu'on ne parle pas de la même chose. Il s'agit là de la formation continue. On peut toujours, par la voie de l'apprentissage, assurer des formations continues. Ce n'est pas impossible. Alors pourquoi pas à 30 ans, alors jusqu'à 45, comme le dit le responsable syndical, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne solution. En tout cas, on peut rallonger. Il faut faire attention. Par contre, que ce dispositif n'aille pas à l'encontre et ne supprime pas des moyens pour ceux qui ont plus besoin de l'apprentissage que des gens qui ont entre 25 et 30 ans. Parce qu'il est bien évident que ce n'est pas entre 25 et 30 ans qu'il y a le plus de gens qui vont recourir à l'apprentissage pour apprendre un métier. Donc il faut faire très attention que des moyens qui ne sont pas extensibles, on le sait bien aujourd'hui, ne soient pas détournés ou enlevés de ceux qui en ont le plus besoin. C'est notre préoccupation et c'est un peu la réserve sur laquelle on pourrait être de rallonger jusqu'à 30 ans. Alors Marc, on arrive bientôt au terme de ce débat. Il y aura des apports du Sénat qui seront votés pour avoir la bonne réforme de l'apprentissage. Jusqu'à 30 ans, moi, cela me va très bien parce qu'on a beaucoup de jeunes qui, aujourd'hui, le bac ne sélectionnant plus, vont en licence, voire en master, cherchent leur voie, ne la trouvent pas, et par contre ont l'idée, à 25, 26 ans, 27 ans, qu'ils pourraient effectivement faire, pourquoi pas, boulanger, pâtissier, maçon, et se lancent dans l'apprentissage. Et je trouve que ce n'est absolument pas une mauvaise idée, parce que ces gens-là qui, par ailleurs, ont parfois une formation générale solide, eh bien, peuvent ensuite devenir des chefs d'entreprise, et ça ne me paraît pas complètement idiot. Max Brisson, cette réforme de l'apprentissage, elle va sortir du Sénat dans une version modifiée. Ça sera la bonne voie, selon vous ? Bien entendu, parce que le Sénat va introduire davantage le copilotage, la présence des régions, va remettre un petit peu d'équilibre. Il n'empêche que la matrice d'origine est mauvaise, parce qu'il y manque l'éducation nationale. On a un calendrier, une méthode, nous l'avons les 4 dit, qui ne fonctionne pas. C'est ça le point faible. Alors le travail du Sénat
améliorera le texte, améliore le texte. On est en cours de l'amélioration, mais la matrice d'origine est mauvaise. Le grand absent, c'est l'éducation nationale. Et sans l'éducation nationale, lorsqu'on veut s'occuper de l'ensemble des jeunes, bien, la révolution copernicienne dont parlait la ministre n'aura pas lieu parce qu'il manque un absent. Et cet absent, il est essentiel parce que c'est lui, aujourd'hui, qui pilote la plupart des jeunes du système de formation initiale. Olivier Henno, cette révolution copernicienne? Oui, je crois que le terme est un peu excessif. Oui. La réalité, c'est qu'on a un chômage structurel français qui est spécifique, et notamment parmi les jeunes. Moi, je le vois, à la frontière belge, ils ont un chômage de 2 à 3%, c'est-à-dire le plein emploi, et on n'est pas plus bête qu'eux. Et même en football, on est meilleur d'ailleurs. Même en football, on est meilleur. Mais je pense qu'il faut faire ce choc d'offres. Et donc, même si sur la méthode, il y a beaucoup à en dire, je pense que l'intention du texte n'est pas mauvaise. Bien, merci à vous Olivier Henno, merci Jacques-Bernard Magnier, merci Alain Marc, merci Max Brisson. Je vous laisse regagner l'émission.